j'ai décidé de faire un petit aparté sur quelque chose que j'ai souvent indiqué, ouais, on peut le faire, c'est technique, donc je le mets de côté, etc. Puis je me suis dit que peut-être on peut présenter ça sans que ça soit trop technique. Donc ça, et je dis justement parce que ça va faire appel à des techniques que le sinistre François Murat connaît bien. Donc, puisqu'on va travailler dans L1, et je vais donc aborder la question. Donc, c'est une parenthèse avant de reprendre. Donc, je reviens dans Rn. Je change encore une fois de notation, je pense. Et je mets toute dépendance en x. X est dans Rd. U est scalaire. On a presque une condition initiale qui sera au moins dans L1. Et les FI sont en fait continues, suffit. Donc, qu'avons-nous vu jusqu'à présent? Nous avons vu que si U0 est dans L1 inter L infini, il existe une unique solution U continue en temps à valeur dans L1 en X et qui est aussi L infini en X et T en se servant du fait que on a un principe de comparaison et que les constantes sont solutions, donc on reste en dessous du max de U, enfin du sup essentiel de U, et on reste au-dessus de l'inf essentiel de U. Une unique solution entropique. Donc j'aurais... Bien. Et on a en plus que U de t moins V de t, ou U1 moins U2, si U1 et U2 sont deux solutions, en norme L1 en particulier, et quelque chose qui est en fait décroissant au cours de temps, mais certainement pour tout temps inférieur à ce qui se passe en 0 dans L1. Donc la conséquence de ça, c'est que bien entendu, par densité, si vous prenez un U0 qui est quelconque dans L1, vous pouvez simplement le tronquer et donc l'approcher dans L1 par des machins qui sont dans L1 à terre à l'infini. Vous récupérez donc une suite de solutions entropiques de l'équation correspondant à l'approximation bornée de U0. Cette approximation bornée converge dans L1 en t égale à 0 et donc converge dans L1 pour tout temps. Donc par approximation, eh bien, on va savoir que si je prends UN0 qui est dans L1 inter L infini et qui approche dans L1 U0, eh bien, je vais savoir qu'il existe un U qui est d'ailleurs indépendant de l'approximation, toujours à cause de la contractivité. C'est le prolongement par densité d'une application continue. Donc, il existe U qui est continu en temps de la valeur dans L1, puisque la convergence est uniforme dans L1, puisque c'est vrai pour tout temps. Il existe un U qui est continu dans L1 tel que UN converge, les solutions correspondantes entropiques convergent vers U dans C de TL1. Bien. Enfin, ça, C de T, c'est surtout c'est sur 0 grand T, quel que soit T fini. Bon. OK. Et donc, la question, c'est et ce U-là, qu'est-ce qu'il vérifie? C'est une limite de solution entropique, ça converge bien, donc ça doit bien vérifier quelque chose. Mais c'est que dans L1, a priori. Si ce n'est que dans L1, même de dire que l'équation a lieu au sens de distribution, le du de t, ça va, mais le fi de u, f est continu, ça peut croître aussi vite que vous voulez à l'infini, ça ne va rien dire. Donc il y a une difficulté du sens même de l'équation.
Et donc j'ai vu pas mal de contorsions il y a fort longtemps dans la littérature. Il est possible que maintenant ça ait été réglé dans la littérature, je ne peux pas vous l'assurer. En tout cas, voilà ma vision du sens que l'on peut donner à cet objet. Alors plutôt que de le faire juste par approximation, ça va être plus facile de passer, et là ça fera on se rapprochera de questions où j'évoquais François Murat, de questions assez classiques pour des équations paraboliques non linéaires avec des données dans L1 et donc l'utilisation de troncatures, de solutions renormalisées, etc. etc. Donc, U, qu'est-ce qu'il vérifie? Donc, je vais prendre un autre type d'approximation. Évidemment, on a, grâce à tous ces résultats d'unicité, on n'a pas de souci à se faire pour être sûr que c'est les mêmes limites. Je ne vais quand même pas y passer non plus 2 heures. Donc, je vais approcher a priori le problème qui est là-bas en rajoutant une régularisation elliptique. En l'occurrence, allez, hop, je change de notation. U epsilon égale en t égale à 0 égale U0, éventuellement un U0 epsilon pour avoir des solutions régulières qui convergent dans L1 vers U0. Donc là, je le prends régulier, borné. Donc, le U epsilon, il est borné. On a des estimations a priori bornées, et là, il n'y a pas de difficulté pour vérifier qu'il existe une unique solution régulière de ce problème-là, en particulier borné. Donc là, on est dans un contexte d'équation elliptique, on a des bornes, donc déjà, pouf, on a toute la régularité presque qu'on veut, et on n'insiste pas trop. Je triche un tout petit peu là, parce que, en fait, quand je dis ça, quand une solution régulière, c'est si les FI le sont. Sinon, la régularité est limitée au fait qu'ici, on a la dérivée de quelque chose dans l'infini, ce qui donne déjà beaucoup de régularité sur U, et suffit pour justifier les calculs que je vais faire. Donc régulier, en tout cas si les FI sont bornés, sont réguliers. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on est quand même face à la même difficulté que l'on avait avec l'autre approximation. Alors, lorsqu'on a des données dans L1, en fait, ça a commencé avec Boltzmann. La difficulté que l'on a, c'est d'avoir des bornes naturelles dans L1 et une équation qui est surlinéaire. C'est-à-dire qu'il y a des termes dans l'équation qui sont éventuellement surlinéaires. Dans quel cas, il y a une difficulté pour définir les termes non linéaires, qui sont entre guillemets quadratiques dans le cas de Boltzmann et pour d'autres problèmes, avec simplement une borne L1. Ça n'a pas de sens. Donc, une idée assez naturelle, c'est de dire, plutôt que de regarder l'équation, je vais regarder ce que satisfait des objets dans lesquels je remplace U par une fonction de U, une troncature de U. Comme ça, j'ai un truc borné. Là, je vais pouvoir définir la non-linéarité sur cet objet-là. Donc, typiquement, ça serait des opérations qui consisteraient à dire, si M est un réel positif, à dire que je tronque par-dessus U, c'est-à-dire prendre le minimum de U et de M, c'est la notation pour le minimum, et je tronque par-dessous ceci, au même niveau par exemple. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'avais une fonction, et puis si M est le niveau là, je prends cette partie, et puis si moins M est là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'élimine toute cette partie-là, j'élimine toute cette partie-là, j'élimine toute cette partie-là.
et je garde le plat. Bien. Donc, cette troncature est une catastrophe pour les lois de conservation. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que les opérations qui sont compatibles avec les solutions entropiques, c'est quoi? C'est l'opération essentiellement max, une opération convexe, pour une sous-solution. Donc j'ai droit au sup, et une opération pour une sous-solution, et l'opération inf, ou une opération concave, pour les sursolutions. Et là, je fais quelque chose qui est à la fois convexe et concave, c'est-à-dire que ça va marcher ni pour les sous-solutions, ni pour les sursolutions, ni pour les solutions. Et de fait, cette manipulation est un peu dangereuse. Parce que la fonction de troncature ici, à l'échelle m, la fonction de troncature n'est pas régulière. Donc, pour avoir une définition, je vais choisir une fonction de une échelle de troncature, mais une échelle régulière. Donc, simplement, je vais régulariser les fonctions de troncature. Après, grâce à de très bons résultats d'unicité, on peut en plus vérifier que la notion est indépendante du choix de ces fonctions. Donc, je vais fixer, on choisit, phi m, qui va ressembler, la fonction de troncature, c'est ça, hein, c'est la fonction linéaire qui à z associe z, puis c'est m là et moins m ici. Donc on a pris la droite et puis paf, on a coupé. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est juste couper de manière régulière, et puis la fonction phi m, ça sera de faire un raccord régulier avec un niveau qui est de l'ordre m. On peut calculer exactement. Alors bon, comment faire ça? Ben, c'est de dire que d'abord, si on veut bien rentrer les échelles, on voit que le type de changement d'échelle qu'il y a là-dessus, c'est de comparer U par rapport à M, et puis de multiplier par M. Donc ça, c'est M fois phi de U sur M, et de U sur M n'a plus d'échelle, et puis voilà. Bon, bref. Et ça correspond bien à cette opération de troncature en moins 1 plus 1. La fonction phi, ben, comment je vais la choisir? Là, vraiment, il y a... Je vais prendre que phi de z est égal à z si z est en module est inférieur à 1, ce qui veut dire que lorsque je change d'échelle de moins m à plus m, j'ai toujours la partie linéaire. Je vais prendre phi de classe C1,1, c'est-à-dire CC1, et j'ai plus qu'à choisir phi seconde. Donc je vais choisir phi seconde égale moins 1 si z est compris entre 1 et 2. Ouais, en fait, c'est pas tout à fait ça que je veux faire, parce que, ok, je vais choisir phi prime égale moins 1. C'est le 2 qui m'inquiète. Donc, on part, si z est plus grand que 1 et inférieur à une constante k que je vais, k c'est vraiment pas malin, C0 que je vais calculer. Parce que qu'est-ce que je veux? Je veux avoir je pars en z égale 1 avec la pente 1, et je veux avoir la pente 0 de façon à avoir une fonction régulière, pour la rendre plate à partir de ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, on part de 1, et avec la pente pour la dérivée z moins 1, c'est ça. Et donc, c'est bien z égale à 2. Donc, si z est compris entre 1 et 2.
Donc vous voyez que la dérivée donc, en z égale 2, c'est 1 moins z moins 1. Je vérifie que je ne dise pas trop de bêtises. Et la dérivée s'annule bien donc en z égale à 2. Et enfin, je choisis phi de z égale phi de 2 si z est supérieur ou égal à 2. Bon, ça se calcule, hein, le phi de 2, c'est intégrer la quadratique, c'est pas trop compliqué. Bien. Voilà, donc on obtient une valeur. Donc là, je l'ai définie pour les z positifs. Et phi impair, je n'ai pas envie de. Vous donnera la construction complète. C'est z entre moins 1 et plus 1. Et vous prolongez par symétrie de l'autre côté. Bien. Donc vous voyez que c'est exactement la même opération que la troncature, mais on le fait en douceur. Et là, ça va être important. Là. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça vérifie, phi m de u epsilon? Ben, c'est un bazar. OK. OK, donc là, et je vais... Après, on va réarranger cela. Donc, si je fais ça, vous voyez que la règle de dérivation des fonctions composées me fait sortir phi' m de u epsilon devant presque tous les termes. Ici, j'ai un terme supplémentaire parce que je dérive deux fois. Mais déjà, lorsque je dérive qu'une seule fois la fonction phi, eh bien, ce que vous voyez, c'est que c'est cette équation multipliée par phi' m de u epsilon. Donc, le seul terme qui va rester, lorsque je fais ça, c'est le fait que lorsque je dérive deux fois phi' m de u epsilon, ben, il y a la possibilité de dériver deux fois phi seconde m de u epsilon, gradient u epsilon carré. Bien. Et là, on retombe bien sur le fait que comme c'est une opération qui est ni convexe ni concave, le machin que l'on récupère ici, il n'a pas de signe. Puisque lorsque u epsilon est entre m et 2m, phi seconde vaut moins 1 sur m. Et donc c'est positif, ça c'est la partie concave. Et dans la partie convexe, c'est négatif. C'est comme dans les inégalités d'entropie. Bien. OK. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Et il manque un epsilon. Merci. Enfin, c'était correct, mais il manquait un epsilon pour u epsilon. Bon. Alors déjà, la première chose que je vais faire, c'est réécrire ça comme une vraie loi de conservation scalaire, c'est-à-dire introduire la primitive de ceci. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche lorsque les FI sont lipschitziens, localement lipschitziens. Donc ça, j'écris ceci sous la forme une fonction phi m. Donc j'ai des flux qui sont des flux qui, grosso modo, sont des troncatures. Alors, si phi était la vraie troncature, c'est-à-dire si au lieu d'avoir pris moins 1, j'avais pris... si j'avais pris, la vraie troncature, cette fonction FIM serait exactement égale
serait exactement égal à Fi de la troncature. Comme j'utilise une troncature molle, je ne tombe pas sur Fi de phi m. Ça serait trop beau. J'ai dit localement J psi, on n'a pas besoin. Vous faites l'intégration par partie. Ça, c'est défini uniquement comme phi SC2. Vous voyez que c'est défini uniquement pour Fi continu. Vous intégrez par partie, ça fait Fi de U moins Fi de 0, enfin Fi' de U moins Fi' de 0, et puis vous faites l'intégration par partie, ça vous fait du Fi, phi seconde, et ça, c'est parfaitement défini. Bien. Donc, j'écris ça, pour la troncature exacte, ça fait Fi de U1 m sup moins m. Modulo la normalisation en 0, j'oublie cette... disons si Fi de 0 est égal à 0. Modulo une constante. Donc, vous voyez qu'à cause de l'arrondi, ça ressemble, ça va être vrai pour m grand, mais ça ressemble à Fi de phi m de U, phi m. Oui. Mais ce n'est pas exactement ça. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc, modulo cette notation, je peux... Ça on s'en moque complètement. Bien. Alors, si maintenant on se repose la question de tout ce bazar-là, qu'est-ce qu'on va en faire, sachant qu'il n'a pas de signe, eh bien, il n'y a pas trop le choix, c'est qu'il va falloir regarder sa taille. Alors, sa taille, c'est un peu embêtant parce que si on n'avait pris qu'une troncature, le U sup m, on sait que ce que l'on récupère, c'est-à-dire une troncature convexe, c'est l'inégalité d'entropie, mais on récupère une mesure, ok ? À la limite, on récupère une inégalité, c'est-à-dire qu'on a une mesure, et cette mesure est non nulle. Donc, quand epsilon tend vers 0, ça ne tend pas vers 0, ce bazar-là. Il n'y a aucune chance que ça tende vers 0, à cause des inégalités d'entropique. Donc, on a besoin de faire tendre epsilon vers 0. On sait qu'au mieux, on va avoir une mesure signée, c'est-à-dire ayant les deux signes. Et au mieux, à m fixé, ben, on a une mesure bornée avec une égalité, sans parler des conditions d'entropie. Bon. Maintenant, le seul espoir, c'est de se dire, oui, mais en fait, j'ai aussi le paramètre m. Donc que ceci, j'essaie qu'on devine ce qui se passe, que ceci, entre guillemets, converge quand epsilon tend vers 0 vers une mesure mu m, c'est clair. Normalement, elle devrait être bornée. Et en fait, ce qui va nous sauver, c'est de se dire, regardons un peu, parce que formellement, c'est... dans les chocs, l'énergie, c'est epsilon gradient U epsilon carré. Donc ça, c'est borné. C'est grosso modo l'énergie dissipée par les chocs, à la limite. Mais j'ai le phi seconde m devant. Et le phi seconde m, vous voyez ce qu'il fait. Il me dit, c'est... Je dérive deux fois. Et c'est le phi seconde m, il est d'ordre 1 sur m, la fonction indicatrice de U compris entre m et 2m.
Donc j'ai du 1 sur m qui peut-être va m'arranger, mais j'ai aussi la fonction indicatrice qui est là. Donc il faut faire quand même un tout petit peu attention. Mais ça, on voit que de toute façon, si je regardais la norme L1, mais j'ai déjà une mesure, donc c'est un peu dangereux. En norme L infinie, ça semble être du 1 sur m, mais bon, quand je dis qu'on a une énergie finie dans les chocs, je triche un peu. Parce que ça, c'est l'énergie qui correspond à une donnée initiale qui est dans L infini. Donc là, la dépendance en M, elle n'est pas lumineuse. Donc il va falloir faire une estimation précise. Mais on a peut-être un espoir de dire que μm est petit par rapport à quand μm petit en m. Tend vers 0. Quand m tend vers l'infini. Si on a ça, alors on va être bien barré pour obtenir une formulation. Alors, je vais écrire quelque chose au tableau que je vais admettre. On va se dire, il y a un petit espoir pour que ça soit vrai, avant de me lancer dans la démonstration d'une estimation de la taille de cette mesure, dont vous voyez que l'estimation de quoi vient-elle? C'est une estimation qui est de l'intégrale de gradient u epsilon carré sur la masse totale de ceci. Comme phi seconde, ça vaut soit 0, soit 1, en valeur absolue. Donc, la taille de ceci, lorsque je prends la taille totale de cette mesure, c'est l'intégrale double en temps et en espace de epsilon fois gradient u epsilon carré sur m, fonction indicatrice de u epsilon compris entre m et 2m. C'est ça que je dois estimer. Hein. C'est la valeur absolue de ce bazar-là. Donc, ce que l'on va admettre, c'est qu'on a une bonne estimation uniforme de cette quantité-là. Ça va dépendre de la condition initiale, mais bon. Pour des données initiales dans un compact, on va... Je résume ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc, je n'aurais pas dû effacer l'équation. Pardon, et ce n'est pas 0, hélas. Une mesure et l'intégrale est donc avec un point d'interrogation, l'intégrale double de um epsilon, valeur absolue, c'est epsilon sur m fois gradient u epsilon carré, u epsilon compris entre m et 2m. Alors, si d'aventure, certains d'entre vous connaissent l'armada de travaux sur les équations paraboliques et des données dans L1, en fait, c'est exactement le genre de quantité que les bons auteurs manipulent. Oui, ne le prends pas pour toi, François, je te rassure. Pour l'équation de la chaleur, c'est exactement la quantité naturelle qui permet pour laquelle on peut obtenir une majoration par rapport à la condition initiale et du fait que ça tende vers 0. Et en fait, le fait que j'ai une loi de conservation ne change rien à l'affaire parce que c'est totalement conservatif, une loi de conservation.
Qu'est-ce que j'appelle totalement conservatif? C'est-à-dire que bien sûr c'est conservatif, c'est une divergence. Mais si je multiplie par n'importe quelle fonction de U, je peux toujours aussi l'écrire comme une divergence. Donc ça veut dire que c'est vraiment totalement conservatif pour toutes les normes, pour toutes les quantités non linéaires de U. Et donc si vous faites un travail qui est uniquement basé par des multiplications sur des fonctions non linéaires sur l'équation de la chaleur, vous pourrez faire le même en rajoutant une loi de conservation. Ça ne changera rien. Donc voilà pourquoi l'estimation que je referai par la suite n'est pas nouvelle. Une fois que cette estimation, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je mets un point d'interrogation et je vais démontrer qu'elle se majore par un certain oméga de m, où oméga tend vers 0 quand S tend vers 0, et est indépendant de epsilon. En fait, il ne dépend que de U0. De U0 appartenant à un compact dans L1. Ce qui est le cas ici, puisque j'ai pris U0 ou une régularisation qui converge dans L1, ce qui est la définition même d'un compact dans L1. Donc, on va avoir un certain contrôle. Et donc, maintenant, je peux passer à la limite au sens de distribution. J'ai une famille de mesures bornées. Elles convergent à une sous-suite près. En fait, on sait que les U epsilon convergent à cause dans cette zéroté dans L1, à cause de la contradictivité. Donc, en fait, on sait, de par l'équation, que les mu m epsilon, toute la famille converge. Mais vous pouvez toujours prendre une sous-suite. Et vous savez que U epsilon converge toujours, hein, c'est le prolongement par densité lorsqu'on sait tout pour les fonctions dans L0 inter à l'infini. Donc on sait ceci. U0, non, c'est U. Qui est donc bien entendu continu en temps à valeur dans L1. Et donc je vais en déduire, passer à la limite dans phi m de U, ça ne pose pas de problème. Le moins epsilon laplacien de phi m de U étant vers 0. Le FIM, de par le choix de la troncature en U, il est bien défini. Pourquoi il est bien défini? C'est qu'à partir de U égale à 2m, phi prime ça vaut toujours 0. Donc FIM, il est constant pour U plus grand que 2m. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de définition. Et c'est une fonction croissante. Bien. Alors, et ça, c'est égal à mu m. Bien. Où mu m a la même propriété, c'est-à-dire intégrale double de mu m. Donc là, c'est la valeur absolue au sens des mesures. Hein, c'est la norme de la variation totale. C'est la masse totale de la mesure est mesurée par oméga de m. Bon, ça c'est bien gentil, mais c'est écrire l'équation au sens des distributions. Ça ne suffit pas. Il faut écrire ça avec des conditions d'entropie. Donc, ça commence à prendre forme. Oui, on peut le réécrire autrement si vous préférez. Ça, on peut aussi le réécrire, si on en a envie, d'un f tilde m de phi m de u. C'est juste un changement de variable, donc comme c'est constant à partir de... Comme à la fois phi m et phi m sont constants à partir de 2m et avant moins 2m, on peut toujours écrire ça. Bon. Mais ce n'est pas juste phi. Mais sous-entendu, c'est ça. Et sous-entendu, c'est ça. Donc ça, vous jouez comme vous voulez là-dessus. Alors donc maintenant, on revient un peu en arrière et on se dit, regardons sous solution anthropique. Bon, sous solution anthropique, on oublie tout le baratin.
avec Khrouchtchev et les fonctions convexes et tout. Ce qu'on sait, c'est que il suffit, je ne sais pas si j'avais une... Il suffit de glisser là-dedans un sub-K, devant le phi mu. De faire la transformation du flux correspondant à K, comme dans Khrouchtchev, comme dans ce que je vous ai déjà expliqué. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est? C'est FIM de U moins FIM de... Enfin, c'est le... Là, en l'occurrence, c'est juste U sub K. Hein. Alors, pas tout à fait, parce que il y a le φm qui est là. Bon, c'est φm moins 1 de K. OK. Alors, vous savez quoi? C'est que j'hésite entre mettre sub de φm de K. Ouais. Je vais mettre sub φm de K. Comme de toute façon, on n'a pas besoin aller prendre tester U, qui a testé une équation pour φm de U avec des K plus grands que φm de 2m, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, tout ça, c'est plus petit que φm de 2m. D'accord. Donc, et là, pour le coup, c'est bien U sub K. Parce que c'est exactement le calcul que j'aurais fait avec la solution constante égale à K. Je remplace U par K. Alors, évidemment, si je fais ça, c'est inférieur ou égal. Pour la solution correspondant à K, je n'ai pas de terme supplémentaire parce que gradient de K au carré, ça vaut 0. C'est une constante. Et donc, le terme que j'ai ici, c'est inférieur ou égal parce que c'est l'opération convexe. Et le terme que j'ai ici, c'est la fonction indicatrice de U epsilon plus grand que K. En d'autres termes, l'opération qui permet de définir les solutions entropiques, et on fait de même pour la sursolution entropique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend juste la mesure et elle la multiplie par une fonction indicatrice. Donc en termes de taille de la mesure, c'est toujours la même mesure μm. D'accord? Donc ça ne change rien à la formulation de sous-solution entropique. Je peux toujours majorer ça par mu m epsilon. Et donc, en fait, plutôt que de prendre pour μm, plutôt que de prendre pour μm la limite faible des mu epsilon m, je vais prendre μm, donc je fais une petite modification maintenant. J'écris ceci. Donc c'est inférieur ou égal à μm, supérieur ou égal à moins μm. Mais μm, c'est plus la limite faible des μm epsilon. μm, c'est la limite faible de μm epsilon valeur absolue. Converge faiblement vers μm. Là, pour le coup, on ne sait pas à l'avance si toute la famille converge, c'est un détail, vous prenez tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Ce que j'ai gagné,
Ce que j'ai perdu, c'est que j'avais une équation, maintenant j'ai que des inégalités. C'est un peu cloche. En revanche, j'ai gagné quelque chose, c'est que ces inégalités maintenant, elles ont lieu en un sens entropique. Maintenant, je conclus en donnant la définition. Une définition un peu tordue. Donc je ne connais pas d'autre manière de définir réellement en quel sens l'équation a lieu pour l'équation de Burgers avec une donnée initiale dans L1 et pas mieux. Donc je suis quand même surpris que 50 ans après, ça ne soit pas quelque chose de classique, mais il y a des petites difficultés. Donc en général, dans L2 ou dans L infini log, enfin on fait plein de choses comme ça. Donc, modulo le fait que je n'ai pas démontré l'estimation essentielle, mais qui est plausible. Puis si je ne sais pas la démontrer, on demandera à François et puis il viendra au tableau de me l'expliquer. Je me venge. Pardon ? Ça ne sera pas l'enthousiasme. Tu me fais confiance. Bien, alors donc la définition. Cela va être d'une sous-solution entropique U qui est continue en temps à valeur dans L1. Ça, c'est important. Cela va être de dire qu'il existe une mesure bornée en xt, hein, positive, dont la masse μm, c'est-à-dire l'intégrale double de d μm, tend vers 0 quand m tend vers l'infini. Bon. Oui. Tel que, quel que soit k réel, d sur dt de phi m u sub k plus d sur dxi de phi m de u sub k soit inférieur ou égal à mu m. Je ne veux surtout pas multiplier mu m par une fonction indicatrice de u plus grand que k, parce que je ne sais pas quel sens ça a. Et puis, suivant qu'on m'en a approximé, ça pourrait être 1. Donc, la multiplication par une fonction indicatrice. Ça pourrait... Donc, c'est... Et ça suffit. Ça suffit amplement. Donc là, vous avez une définition de sous-solution, plus définition de sur-solution, plus définition de solution. Sur-solution, vous changez μm en moins um, le sup en inf et l'inférieur égal en supérieur ou égal. Simplement changer μm en moins um. Et solution, c'est être les deux. Bon. OK. Bah, évidemment, si u est borné, on retombe sur la définition habituelle, parce que pour m grand, phi m de u, c'est toujours u. Donc, vous pouvez tendre m vers l'infini et vous récupérez la notion usuelle si u est borné. De manière plus générale, si vous avez des bornes qui vous permettent de donner un sens à cet objet, je parlais de Burgers à l'instant T, c'est-à-dire en dimension 1 à l'instant 2, je ne sais pas pourquoi l'instant T, à l'instant précédent, juste à l'instant, je parlais de Burgers, qui a la puissance 2, oui, je crois que j'avais oublié quelques mots entre les deux phrases. Et donc,
Et donc, le point, c'est que dès que vous avez une estimation L2, par exemple, si U0 est dans L2, eh bien, vous allez pouvoir passer à la limite là-dedans. Vous le voyez. Donc, tous ces cas là où on sait donner un sens à l'équation, vous le déduisez en faisant tendre M vers l'infini. Parce que si U est borné, ben, les FIM ils tendent vers les FI, tout ça c'est borné, vous récupérez la définition de sous-solution entropique. Bien. Donc là, on n'a rien perdu. La question, c'est est-ce qu'on a unicité? Alors, unicité, en fait, elle est triviale. L'unicité est triviale parce que, en fait, la raison pour laquelle elle est triviale, c'est parce qu'on a une super estimation d'unicité avec le principe de contractivité. Donc l'unicité est triviale. En fait, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'il suffit de dire? Bien, il suffit de vérifier que le... Si on recommence, vous pouvez faire avec le max, hein, mais c'est pas... Il est pratiquement évident que les démonstrations qu'on a faites avant montrent que si U et V sont sous solution entropique, le maximum de U et de V est sous solution entropique. C'est exactement les mêmes démonstrations qu'avant. Et en manipulant partout des objets bornés. M par M, et comme on multiplie toujours mu M par des choses qui sont majorées par 1, ben, on récupère le même objet à la limite. Mais comprendre la démonstration de l'unicité, c'est quoi? C'est de dire que si je regarde D sur dt de si U est une sous-solution et V est une sur-solution, la démonstration de Khrouchkov, la démonstration que j'ai faite en prenant U sub V, U et, peu importe, montre que d sur dt de l'intégrale, ou plus exactement, l'intégrale de phi m de U à l'instant t moins phi m de V à l'instant t, partie positive, tout ce bazar-là disparaît, puisque j'ai un flux, donc c'est penser que j'ai un flux de phi m, donc j'utilise la démonstration habituelle de l'unicité, eh bien cette intégrale dx en temps est majorée par l'intégrale de 0 à t de l'intégrale en x, enfin de l'intégrale de la mesure mu m. En fait, c'est mu um plus mu vm. En fait, c'est même le maximum des deux mesures, plus que la somme, mais enfin, je ne veux pas faire trop d'opérations non linéaires sur les mesures. Et donc ça, c'est les mêmes démonstrations qu'avant. Formellement, quand vous regardez U moins V+, vous êtes en train de multiplier, vous devez le faire de manière régularisée, mais vous êtes en train de multiplier mu m. Vous avez la mesure pour U moins la mesure pour V, et vous multipliez ça par des fonctions indicatrices. Et donc ça, vous pouvez majorer ça brutalement par la masse complète. Donc il n'y a rien à faire, c'est vraiment la même démonstration. Bien, donc ça veut bien dire que ceci se majore par un oméga de m, qui tend vers 0 quand m tend vers l'infini. Et donc, en faisant justement tendre m vers l'infini, oh, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, c'est plus l'intégrale en 0 de phi m de u en 0 moins phi m de v en 0. Donc, en faisant tendre m vers l'infini, eh bien, vous allez bien récupérer que la norme u moins v plus en temps dans L1 est majorée par u de 0 moins v de 0 plus
en norme L1, qui est l'estimation à laquelle vous attendez. Là, bon, maintenant, j'ai mis un plus au lieu de la valeur absolue, mais c'est pareil. Donc, ce qui montre bien tous les résultats d'unicité que vous voulez. Si vous avez deux solutions, ça veut dire que U est égal à V. Donc, vous voyez que les troncatures là-dedans comptent pratiquement pour du beurre, et en fait, l'unicité est beaucoup plus simple que pour des équations paraboliques. Donc, si on avait des équations paraboliques, l'unicité, il faudrait vraiment garder ce qui est à l'intérieur de cette mesure. Là, on n'en a pas besoin, parce que justement, on a fait tendre epsilon vers 0. C'est le terme de diffusion qui nous dit qu'il faut garder l'identification de ce terme. Le fait que epsilon tend vers 0, c'est juste un terme de mesure qui est... qu'est-ce que c'est ce terme de mesure? Comment il est peuplé comment? Il est peuplé par les chocs. OK? Mais l'interaction des chocs avec des grandes valeurs de U. On peut se dire, ouais, des grandes valeurs de U, ouais, on ne les voit pas. Ouais, on ne les voit pas parce que quand on les voit, on pense que c'est le schéma qui est divergent. OK? Ce qui, à mon avis, n'est pas toujours le cas. On verra par la suite des phénomènes de concentration très naturels dans les lois de conservation. Liées à des conditions limites, à des discontinuités, qui, à mon avis, devraient poser pas mal de questions sur des phénomènes que l'on observe. Alors, évidemment, sur une loi de conservation scalaire, de toute façon, lorsqu'on est au niveau numérique, c'est borné. Phénomène de discrétisation. Okay. Donc, simplement voir des grandes valeurs. Donc, c'est un phénomène quand même qui est assez exotique. Lorsqu'on prend juste une loi de conservation. Mais vous verrez que rien, juste une loi de conservation. Vous introduisez une discontinuité de flux, discontinuité spatiale de flux, et vous pouvez avoir des grandes valeurs de U qui apparaissent, parce qu'il y a des phénomènes de concentration à la discontinuité. Bon, rajoutez un peu de viscosité comme dans un schéma, vous aurez quand même de très grandes valeurs qui apparaissent. Résoudre ce qui se passe sur une taille epsilon, qui est la quantité de viscosité, etc., résoudre ces phénomènes-là, c'est pas si simple que ça. Et avoir une certaine compréhension théorique et mathématique de la chose, à mon avis, ça ne fait pas de mal. Surtout qu'en plus, on peut se jeter tête baissée dans des trucs encore plus compliqués, de jonction ou de changement de dimension en mécanique des fluides, et là, il y a encore moins de contrôle de ce qu'on fait. Donc, j'y vais étape par étape, mais c'est quand même ça l'objectif. Donc, ce genre de considération, je me suis dit, c'est quand même peut-être pas mal que je vous le raconte, parce que ça ne me paraît pas hyper classique. Je vérifie, François, tu as déjà entendu parler de trucs comme ça pour les lois de conservation dans L1 ? Parce que ça ressemble quand même à des tas de choses que tu connais. C'est à la fois plus simple, mais une fois qu'on a l'idée de ce qu'il faut faire, c'est plus simple que les équations paraboliques. Mais c'est toujours la même chose. Une fois qu'on a l'idée, c'est plus simple. Bon, il y a malheureusement des problèmes difficiles où, même si on a l'idée, ça reste compliqué. Mais bon, en général, c'est parce qu'on n'a pas eu vraiment la bonne idée. Mais bon. Alors, oui, j'ai mis de côté une estimation. Une estimation qui est de vérifier comment estimer cette cochonnerie. Pour estimer cette cochonnerie, c'est que plutôt que de faire des troncatures dans les deux sens, je vais isoler la partie positive, je vais montrer cette estimation pour U compris entre M et 2M. Et puis après, on a la même estimation en changeant U et moins U. Donc on va séparer
epsilon sur m, et je vais regarder cette estimation. Même chose, m et 2m. Même chose en prenant pour la zone idem pour la zone moins 2m plus petit que u plus petit que moins m. Bon. Eh bien, de façon à ce que les choses soient relativement claires, je vais faire une estimation d'énergie non linéaire qui consiste à multiplier toute l'équation par un psi de u, epsilon. Puis on verra lequel choisir. Étant d'un naturel flemmard, je vais mettre même psi prime de u. De sorte que l'équation que j'ai bien entendu effacer, qui est là, sous la phrase, nous dit que d sur dt de l'intégrale de psi de u epsilon, donc psi de 0 égale à 0, c'est la première chose que j'impose de façon à ne pas avoir de soucis. D sur dt de psi epsilon, de psi de u epsilon dx. Le terme en dxi ne me donne rien, parce que divergence de fi de u fois une fonction quelconque de u, ça vaut toujours 0, si tout est régulier. Parce que c'est égal à di d'un certain gi de u. Où g', c'est f' fois bêta. Donc c'est en ce sens-là que c'est totalement conservatif. C'est-à-dire que le terme dans les lois de conservation, lorsqu'il n'y a pas de dépendance en x, vous multipliez par n'importe quoi, l'intégrale vaut 0. Voilà. Donc quand on a un opérateur qui fait ça avec une fonction, normalement c'est une fonction croissante de u, on dit que on est une inégalité, c'est totalement dissipatif. C'est une terminologie qui a un peu disparu, mais ça dit bien les choses, totalement dissipatif. Donc, si on a 0, c'est totalement conservatif, et qu'on ait des fonctions, et quand c'est conservatif, d'avoir des fonctions croissantes ou pas, ça ne change rien. Parce que n'importe quelle fonction est la différence de deux fonctions croissantes. Donc, au niveau de la conservation, il n'y a pas de condition de structure. Si on a de la dissipation, il faut faire attention aux signes. Bien. Donc, tout ça pour dire que le terme se vire, et que donc j'ai ici epsilon gradient u epsilon carré en intégrant par partie. J'ai multiplié par psi prime de epsilon, et donc j'ai psi seconde de u epsilon. Bien. Et donc, pour avoir une estimation qui est là, il faut que grosso modo psi seconde, ça soit ma fonction qui est ici. Mais à ceci près que j'ai pris moins 1, j'ai pris une fonction convexe et j'ai phi m de u. Et en fait, ce que je vais prendre, c'est u moins phi m, ou en tout cas la partie de phi m qui est positif. Je vais donc changer les signes. OK. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de prendre, si je ne me trompe pas, c'est de regarder maintenant psi m de z, qui vaut 0 si z est inférieur ou égal à m.
Oui, parce que je néglige ce qui se passe du côté négatif. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Psi m de z égale 1 sur m si z est compris entre m et 2m. En fait, à nouveau, psi m, ça va être m fois psi de z sur m. Alors, quelle gueule, je veux que ça... Et puis après, je veux que psi prime m de z vale 1. Si z est supérieur à 2m. À quoi ça ressemble? Donc déjà, je ne fais les troncatures que du côté positif. Enfin, les troncatures molles. Donc, l'analogue, si je ne regarde que pour des z positifs, enfin que du côté positif, le phi m, il devient quoi? Bien, il devient simplement z inf m. Et mon psi m, c'est grosso modo, c'est z moins phi m. C'est-à-dire z moins z inf m, c'est-à-dire z moins m plus. En d'autres termes, c'est la fonction qui vaut 0 jusqu'à m, et puis qui croît linéairement à partir de z. Hein? C'est G. Pardon? En italien, ça s'appelle G. Déjà que j'étais fatigué, ça m'achève. Bon, le cours, je vais être obligé d'arrêter le cours, c'est la faute de François. Donc, tu veux dire chez les Mochardeau et les compagnies, c'est ça? C'est la notation de Stampagam. C'est le reste de la troncature. Quoi, U moins M plus? Oui, enfin. Les obsédés, j'ai vu traîner Nizar Touzi, ah ben il est là, j'ai vu traîner Nizar, lui il te dirait que c'est un col, hein, donc, donc bon, quoi qu'il en soit, effectivement, la manipulation d'objets comme ceci et de fonctions non linéaires de U, c'est aussi vieux que les équations elliptiques, donc tu mentionnais Stampak, on peut même remonter dans le temps jusqu'à Bernstein, typiquement. Donc, du coup, François faisait référence à une notation que j'ai complètement oubliée. Tu veux dire, dans le cours à Montréal, il y a G. Je ne me rappelle pas d'un G dans le cours à Montréal. Donc ça, c'est une notation tardive inventée par des zélotes ignares. Oh, toi, tu es dans ma ligne de mire. Bien. Donc, quoi qu'il en soit, z moins m plus. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Comme l'autre fois, je suis simplement en train de prendre un profil que je vais tenter de faire. Donc maintenant, si mon psi m là-dedans, c'est à nouveau un z psi de z sur un m psi de z sur m. Donc là, maintenant, c'est 1. Et je vais faire un profil avec une parabole, c'est censé être une parabole, et puis on poursuit à pente 1, en 2. Voilà mon psi m. Bon, ben donc ça c'est très bien, parce qu'avec ce psi m, j'ai ici, en termes de dissipation, parce que la fonction est convexe, exactement la quantité que je veux estimer. Voilà mon psi m. En effet, hein, regardez, le psi seconde il vaut 0 en dehors de la zone où U est compris entre M et 2M, et donc j'en déduis que l'intégrale de psi m de U à l'instant grand T, qui est positif ou nul, plus l'intégrale, puisque ça vaut 0 ou c'est positif, plus l'intégrale de 0 à t de l'intégrale en x
de mu-m. Donc je suis au niveau epsilon, enfin donc mu-m c'est un peu dangereux parce qu'il y avait les deux termes. Donc c'est epsilon sur m gradient u epsilon carré 1 de u epsilon compris entre m et 2m. Donc je l'ai exactement. Donc comme c'est indépendant de grand T, je peux mettre l'intégrale de 0 à l'infini si j'en ai envie ici, mais peu importe. Eh bien ceci est en fait exactement égal à la quantité initiale qui est psi m de u de 0 et qui est bien entendu inférieur ou égal, pour qu'on le voit plus, à la fonction g enfin mesurée par l'intégrale de u de 0 moins m plus. Bon. Et ça, si U0 est dans L1, ça tend vers 0. Et bien évidemment. Donc l'estimation, en fait, elle est totalement triviale. Donc l'estimation est triviale, la démonstration initiale est triviale, donc tout est trivial là-dedans. Oui, si on sait quoi faire. Et si on observe que dans la démonstration de l'unicité des solutions anthropiques, des restes mesurent, ce n'est pas gênant. Et que lorsque vous prenez, même pour d'autres raisons que dans L1, si vous avez des restes mesures et que vous avez des solutions de la loi de conservation, les erreurs que vous faites, c'est la masse totale des mesures. Voilà. Donc c'est quand même bon à savoir, hein, je pense, pour plein d'utilisations. Bien. Ben là, je crois que j'en ai assez dit. J'ai dit que je n'avais pas passé 2 heures, j'ai quand même passé 1 heure et quart. Bon, donc voilà ce à quoi je faisais allusion en disant on peut définir. Ce n'est pas si technique que ça, il y a quelques notations, mais l'idée est relativement simple. C'est avoir des troncatures, et là, le fait que les troncatures soient C2, c'est assez crucial pour pouvoir mesurer les choses. Bon, sinon, on va être un peu gêné avec des objets un peu bizarres qu'il va falloir estimer. C'est possible. Tout est possible. Mais je ne voulais pas rentrer dans des choses un peu lourdes. Même si on prenait des inf et des sup, c'est encore vrai. Simplement, l'inf, c'est des mesures, mais il faut les majorer. C'est pareil. Mais c'est quand même beaucoup plus clair à comprendre avec des fonctions molles. Mais ce n'est pas nécessaire. Après, il y a quelque chose que je ne fais pas, mais caché derrière, il y a toujours ceci, c'est que la notion est indépendante. La notion est indépendante de la fonction de troncature. Des choix divers et variés qu'on a fait, oui, elle est indépendante, puisque de toute façon, il y a une unicité. Mais elle est dépendante plus intrinsèquement que ça. On peut passer, simplement, on peut passer d'une fonction d'échelle à une autre par des jeux de solutions renormalisées qu'on a, qui sont tombées dans le domaine classique maintenant. C'est comme les médicaments. Hein. Après, on peut se servir d'un générique, on n'a même plus besoin de citer les auteurs. Les Chinois ont très bien compris ça. Bien. Alors, donc, qui ne cite plus que des auteurs chinois, au bout du troisième article de suite. Donc, normalement, il n'y aura plus que des références chinoises dans 20 ans. Mais, et puis des bons articles par ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'en ai après les Chinois aujourd'hui. C'est pas grave, c'est peut-être que j'en ai marre de recevoir des tonnes de préprints sans... Bon, bref, j'arrête. Donc, que vais-je faire maintenant, après m'être défoulé? Je vais revenir. Donc, fin de la parenthèse. Voilà tout ce que vous vouliez savoir et sans doute beaucoup plus sur le cas L1.
Et donc, je reviens aux conditions aux limites de Dirichlet. Donc, la seule chose que j'ai faite la semaine dernière, c'est d'introduire le problème. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais regarder un demi-espace dans la direction x1, x'. Bien. Et je m'intéresse à l'équation du sur dt plus la somme de y égale 1 à d de di, de fi de x et de u égale par exemple 0. Étant entendu que ceci, ça sera évidemment des solutions entropiques pour x1 négatif, et que je voudrais imposer u égale une certaine fonction petit phi en x1 égale à 0. Donc phi étant une fonction de x'. Cette fonction de x' est au moins dans L1. Bah, si on veut des choses qui soient dans L1, ça paraît assez naturel de demander à ce qu'elles soient dans L1. Si on veut des choses qui soient bornées, c'est assez naturel que l'on mette dans L infini. Donc attention, comme je viens de l'indiquer, on peut remplacer, on peut travailler que dans L1. On rajoutera la couche que je viens de mettre. En fait, tout ceci, c'est modulaire. Quand les démonstrations sont en compatibilité, on peut rajouter un module. Bon. Mais moi, je n'aime pas les conditions aux limites non homogènes. Donc la première chose que je vais faire, c'est m'en débarrasser. Et je vais omettre la dépendance en x pour éviter d'avoir à faire les conditions habituelles sur la divergence de façon par rapport à x, de façon à avoir des bornes à l'infini. Mais comme je vais un peu réfléchir aux bornes à l'infini. Donc la première chose que je vais faire, c'est me débarrasser de la condition aux limites et remplacer ça par 0. Je préfère, on y voit plus clair. Comme ça, en plus, comme on sait que les lignes de niveau, les u sub k, etc., ça compte dans les solutions entropiques, d'avoir un niveau constant sur le bord, ça simplifie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends un relèvement phi, une fonction phi telle que phi en x1 égale à 0 soit égale à petit phi. Donc je vous ai fait un bref aperçu de la bibliographie de la semaine dernière. Donc là, j'attaque. Réellement, c'est des préparatifs. Ah, donc j'ai une fonction sur le bord, et je veux prendre une extension de cette fonction, de sorte que la trace de la fonction dans le demi-espace, ça soit justement la fonction qui m'intéresse. Bon, les théorèmes de trace, là-dedans, sont bien connus, et on sait que L1 inter L infini, ça correspond aux traces de fonctions phi qui sont dans W11 inter L infini. Donc W11, c'est L1, et puis vous vérifiez que les bornes, ça marche dans la démonstration. Alors, qui a démontré ça? C'est Gagliardo, non, je crois. Le théorème de trace de Gagliardo en français. Qui est une extension des théorèmes de trace, c'est le cas L1 des théorèmes de trace pour les espaces de Sobolev. Parce que ce que vous gardez, c'est 1 sur P' dérivé. Donc, quand P est égal à l'infini, pour P égale 2, c'est correct. Quand P est égal à l'infini, vous gardez tout. Et quand P est égal à 1, vous gardez plus rien, il n'y a plus de dérivée. Donc, pour P compris P égale à l'infini, c'est trivial. Pour P égale à 1, c'est l'extension Lipschitz connue depuis une éternité en analyse. Pour P compris entre 1 et l'infini strictement, c'est les théorèmes de trace classiques pour les espaces Sobolev. Pour P égale à 1, c'est un peu plus compliqué. Bien, donc, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, donc je vais commencer par U tilde, je change de notation, pardonnez-moi, et je vais écrire que U tilde, c'est
grand phi plus u. De sorte que maintenant, je vais avoir u égale à 0 au bord. En tout cas formellement. Mais que l'équation que je vais écrire, c'est un du sur dt fi de x et de u, ici, où fi de x et de z, c'est fi de phi de x plus z. Donc vous observerez que j'ai recyclé sur les lois de conservation tous les trucs qu'on avait introduits avec Randy Perna, à savoir W11, la renormalisation, etc. Oui, parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de faire jusqu'à présent, jusqu'à ce que j'attaque les conditions de Dirichlet, si vous voulez résumer ça, vous dites que vous prenez notre vieil article avec Randy Perna sur les équations de transport du premier ordre, c'est un cadre linéaire, et vous le faites en non linéaire. Et c'est ça. C'est exactement tout ce que j'ai fait depuis le démarrage du cours. Bien. Donc, avec les notions de solution d'entropie, etc. Mais c'est parfaitement compatible. Bien. Alors, quand je fais ça, j'introduis une dépendance en x, et qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que ce qu'il fallait, c'était que les fonctions fi, c'est le Di-Perna, hein, version non linéaire, il fallait que ceci soit dans W11 en x à valeur dans les fonctions continues en z. Donc, les espaces de Sobolev à valeur dans d'autres espaces, ce n'est pas toujours un peu compliqué, c'est de dire que le d sur le dx de fi, le f de x et de z, vous voulez qu'il soit dans L1 en x, fonction continue en z, localement. Mais ça, c'est parfaitement compatible, donc le fait que les conditions aux limites, les conditions au bord soient dans L1, ça c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence entre Barnos, Nedelec, Leroux et Félix Otto. Et vous voyez que L1, ça vous donne précisément W11. Et W1, c'est pile ce qu'il faut pour qu'on puisse appliquer, s'il n'y avait pas de bord, la théorie que j'ai développée précédemment. En effet, vous voyez dire que le dx de ça, vous le calculez, ça vous fait un f'I de phi de x plus z fois un défi. Bon, ça c'est dans L1. Et puis, le sup en z, donc là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les FI soient C1. OK? Donc, bon, alors est-ce que l'ellipse tient ou pas? Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas discuter, je m'en fous. Donc, on a des flux un petit peu réguliers, et on peut se débarrasser de la condition aux limites. On est ramené à u égale à 0. On a toujours une condition aux limites, mais c'est la même. Donc, voilà pourquoi je vais maintenant, simple translation et l'observation que jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, ça marchait bien sous ce type d'hypothèse. On vérifiera que ce que je vais faire, ça va, avec la condition aux limites, s'adapte aussi à ce cas-là, mais on semble bien parti. Donc voilà pourquoi, pour simplifier la présentation, simplifier les notations et tout, je vais maintenant effacer les tildes, regarder ce problème-là et mettre 0 au bord. Et voilà. Donc ça, c'est des préliminaires. Préparatifs.
que je vais faire aujourd'hui dans le temps qui me reste, c'est d'introduire petit à petit la notion de sous-solution anthropique pour ce problème-là, et de recommencer en se disant, au fond, qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, c'est repartir comme je l'avais fait. Repartir comme je l'avais fait. Au niveau des solutions anthropiques et d'approximation avec un peu de viscosité. Auparavant, je voudrais quand même faire une remarque, toujours dans les préparatifs. C'est pourquoi on doit s'attendre à ce que ce problème soit bien posé? Pas évident. On sait que c'est un problème surdéterminé, puisque suivant que les caractéristiques sont entrantes ou restantes, c'est non linéaire, donc on ne sait pas à l'avance. Il faut trouver la solution pour savoir dans quel sens vont les caractéristiques. Mais on sait bien que, je vous avais déjà montré dans les exemples linéaires, on sait bien on ne peut pas s'attendre à avoir une condition limite inscrite en dur. On s'attend à se dire c'est soit 0 quand on peut l'imposer, ou quand c'est bon de l'imposer, soit c'est un point comme si c'était un point intérieur. C'est un point de l'équation. C'est parce qu'on est en train de regarder un point du bord où les caractéristiques pointent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Bon. Donc, quand on a un problème surdéterminé comme ça, on peut se dire, est-ce que formellement il y a unicité? Et il n'y a pas tant de ces raisonnements, c'est-à-dire c'est quand même la raison fondamentale pour laquelle on sait faire des maths sur le cas scalaire des lois de conservation. C'est ce que je vous ai indiqué dans le premier cours, c'est que si vous prenez U et V deux solutions, donc vous pouvez écrire une équation linéaire pour U moins V, donc ça je l'ai déjà fait. Formellement, vous pouvez prendre une valeur absolue. Et au fond, le jeu de Krouchkov, c'est de dire que je peux glisser. On saurait écrire quelque chose comme ça, même dans le cas de solution anthropique, avec un certain A. Au lieu d'avoir égal à 0 si tout est régulier, vous avez inférieur ou égal à 0 dans le cas anthropique. Et puis, c'est fini dans le cas où il n'y a pas de conditions limites. Alors, si les conditions limites sont inscrites en dur, quand vous intégrez la divergence qui est ici, évidemment, vous récupérez l'intégrale sur le bord de A de x U moins V, et que ça vaut 0 si U est égal à V. Si je mets un plus, d'ailleurs, ça ne sera pas perdu ce que je vais faire là, ça paraît bête, mais si je mets un plus, c'est la même chose. Bien sûr, et c'est même la même chose si U est inférieur ou égal à 0 sur le bord, tandis que V est supérieur ou égal à 0 sur le bord. Que je commence à préparer des éléments de principe de comparaison. Donc U est égal à V. Enfin, U est inférieur ou égal à V dans ce cas-là. Alors évidemment, ça c'est un peu prendre nos désirs pour la réalité, puisque je viens de te dire que d'imposer en dur que U soit nul au bord, c'est dangereux. Bon, on va voir dans un petit moment. Néanmoins, donc, deuxièmement, c'est viscosité évanescente. Approximation, c'est-à-dire que là, je vais maintenant remplacer ça par un problème où je pourrais d'ailleurs dire que si epsilon est éventuellement tout petit, c'est le vrai problème. Mais enfin bon, on ne va pas revenir sur
cette digression, cette discussion sans fin, égale à 0. Bien. Et là, en revanche, parce qu'il y a un Laplacien, on n'a pas de souci à se faire, on peut imposer en dur la condition limite U epsilon égale à 0 si x1 est égal à 0. Et pour des raisons oui. On peut facilement se convaincre qu'il y a une unique solution. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Il existe une unique solution. Alors, de quoi ça vient? Il faudrait peut-être quand même que je rajoute une condition initiale. Et qui est, entre guillemets, régulière, en tout cas pour les temps positifs, jusqu'à l'instant initial, sinon si U0 est un peu plus régulière. Ça, c'est parce qu'on a des bornes à l'infini. On a des bornes à l'infini par le principe du maximum classique. Donc, borne à l'infini. En effet, U epsilon va être majoré par le sup essentiel de U0 et minoré par l'inf essentiel de U0. Partie positive, max 0, et l'inf essentiel inf 0. Parce qu'on a 0 au bord. Bon, de telles constantes sont des solutions et vérifier que automatiquement les solutions, et une fois que les solutions sont bornées, à nouveau je vais redémarrer avec des FI qui sont réguliers. Au moins C1. On a vu de toute façon que... Oui, donc, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire quelque chose qui était assez important, une remarque. C'est sur les bornes L infini. Parce que quand j'écris ceci, on a ce problème où j'ai omis la dépendance en X. Quand je dis ceci, bien on a automatiquement, formellement, une borne à l'infini par le sup essentiel, exactement la borne que je viens de mentionner. Or, lorsque j'ai transformé ma condition initiale, ma condition au bord, en 0, j'ai créé une dépendance en X, et puis je dis on va simplifier, on va mettre... Ouais. Mais la dépendance en X, OK, il y a W11, c'est pour unicité, mais pour les bornes à l'infini, il y a une condition. Donc, je veux revenir là-dessus. Et a priori, ça semble bizarre, parce que si je regarde phi de x plus z, et la condition pour les bornes à l'infini, c'était quoi? C'était de reprendre la divergence en x du flux f de x et de z, multiplié par sin de z, et dire que ça doit être supérieur à moins C0 fois 1 plus z. C'est juste pour dire coller des constantes qui sont sur et sous solution. Bon, ben ça c'est une catastrophe parce que lorsque je prends la divergence de f de x et de z, ça me fait sortir du f'I de phi de x plus z multiplié par di phi. Donc encore de dire que ça, que les f'I sont bornés, ça serait une hypothèse, ça me fait une constante. Mais ça, c'est vraiment pas borné.
c'est que W1, 1. Donc ça ne va pas du tout. Donc ça ne marche pas. Donc ça veut dire que si je me sers naïvement de ce que j'ai fait pour les bornes à l'infini lorsque les flux dépendent de x, l'hypothèse naturelle, sans se fatiguer, que l'on avait à l'époque, enfin à l'époque c'était la semaine dernière, ça paraît une éternité déjà, mais la condition que l'on avait, bien, c'est simplement, elle ne marche pas là. Elle ne s'applique pas du tout. Et en même temps, ça paraît très sot, cette condition, puisque la borne à l'infini, on l'a. On regarde ici, si au bord phi si sur le bord phi est dans l'infini, donc maintenant j'écris ici si u est égal à phi, bien, il est clair que u va être inférieur ou égal à la norme L infini de phi et minoré par moins la norme L infini de phi. Sup u0 à l'infini. En fait, c'est u0 sup phi plus infini. Enfin. Oh là là. Je vais prendre le max des normes, on ne va pas s'embêter. Donc j'ai une majoration ponctuelle par le maximum de u à l'infini et phi infini. Ben oui, parce que ça, c'est au-dessus de phi sur le bord, au-dessus de u en t égale à 0, et cet argument-ci prouve que ça reste au-dessus, en tout cas formellement, partout. Donc, lorsque je fais ceci, que j'ai une équation qui est indépendante de x à la base et une condition sur le bord qui est L1 pour avoir W1, L infini pour ne pas m'embêter à avoir des bornes à l'infini, j'ai une borne à l'infini qui me tend les bras. Et donc, elle est vraie aussi pour le problème translaté, puisque le translaté par phi qui est borné. Donc, il y a une borne à l'infini que je ne vois pas par la condition. Bon. Et de quoi ça vient, ça? Ben, ça vient simplement que la condition que je viens d'effacer, la condition générale, c'est pour se servir de constantes qui sont de sursolution, par exemple, qui sont des grandes constantes, K. Bon. Mais dans le problème qui est là, bah, qu'est-ce que je dois, de quoi je dois me servir comme sursolution? Je dois me servir de K plus phi de x. En l'occurrence, ça sera K moins phi de x. C'est tout. Bah, la dérivée par rapport au temps. La dérivée par rapport au temps, elle est nulle. Et oui, alors là je n'ai pas mis de dépendance temporelle sur le petit phi, mais on pourrait avoir en plus une dépendance temporelle. Bon, là, il faut faire un peu attention, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire que la condition limite bouge au cours du temps, et là, ce qu'il faut, c'est qu'elle soit L1 en temps. Ça suffit. Si on veut des bornes, il va falloir qu'elles soient L infini. Et vous avez compris comment ça va marcher. Donc, une condition limite qui ne dépend que de x, et ça fait ma sursolution. Ben oui, ça annule le plus phi, puis on est revenu à la bonne condition. Donc, c'est en fait que la condition générale n'est pas assez générale. Et qu'on peut faire un petit peu mieux. Justement, en se permettant, ne serait-ce que en se permettant des décalages ou d'autres opérations. Bon, mais ça, on le sait bien, quand on veut des bornes, quelles qu'elles soient, et qu'on met une condition technique pour assurer des bornes, on peut toujours faire plus général. Il n'y a pas de condition nécessaire et suffisante. Donc la condition générale est naturelle et simple, mais elle n'est pas bonne lorsque je fais cette transformation. En revanche, si je prends une sursolution un peu plus intelligente, qui est la sursolution triviale du démarrage, enfin qui est de prendre une grande constante sur le problème de départ, eh bien à ce moment-là, je récupère les bornes à l'infini que j'avais avant de me débarrasser de la condition limite.
Bon, donc on ne se préoccupe plus du tout de ces conditions, de ces histoires de bornes, et là on a une très belle estimation indépendante de epsilon. Donc, parce qu'on a le Laplacien, on peut vraiment, ce n'est plus un problème surdéterminé. On a quelque part derrière un mouvement brownien qui va toujours taper le bord, et quoi qu'il arrive, et donc des sortes de caractéristiques qui sortent toujours. Donc, on peut imposer la condition aux limites. C'est ce terme-là qui devient dominant. Mais évidemment, quand epsilon tend vers 0, la surdétermination veut dire quoi? Elle veut dire qu'il va y avoir un décrochage par rapport à 0 éventuellement, puisqu'on sait qu'on ne peut pas l'imposer en dur. Donc ça veut dire que là où j'ai un raccord, typiquement on pensait que c'est égal à 0, qu'on a des solutions positives, eh bien à la limite éventuellement ça va être au bord, si on peut parler de la valeur au bord, quelque chose de positif, et ça va se passer en faisant un décrochage, hein, comme ceci. Donc on a un profil qui va descendre très très vite. Bon, enfin, c'est typiquement comme ceci. Enfin, au niveau epsilon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a, je ne devrais pas l'écrire à la limite, c'est au niveau epsilon, on a quelque chose qui montre très très vite à partir de 0, et puis après qui fait ce qu'il veut, de sorte qu'à la limite, on ne verra la fonction démarrer que plus haut. Une sorte de couche limite qui se produit là. Okay. Donc les U restent bornés là, hein, mais il y a automatiquement un UX qui tend vers l'infini. C'est comme s'il y avait une sorte de choc qui se produit au bord. Okay. Et donc, lié à ce choc, entre guillemets, qui se produit au bord, on peut commencer à se douter qu'il va falloir quelque part avoir une sorte de forme de condition d'entropie au bord. Ou intégrer cette condition aux limites dans les conditions d'entropie, en tenir compte et en travaillant jusqu'au bord compris. Bien. Alors en plus, c'est toujours le va-et-vient entre les solutions de viscosité et les lois de conservation. On sait qu'on a une bonne théorie pour l'analogue de ceci au niveau solution de viscosité, équation de Hamilton-Jacobi, donc dans le cas unidimensionnel, il n'y a pas de x'. Et là, on sait que, ce qui correspond à des conditions de Neumann, on sait qu'il faut imposer des conditions de viscosité appropriées au bord. Et que donc c'est en fait la formulation de l'équation qui doit être un peu modifiée au bord ou à cause du bord. Donc on sait qu'on va avoir des solutions entropiques à l'intérieur, ça on va le garder, c'est purement local. Qu'est-ce que je garde qui soit complètement global là-dedans? Formellement. On peut faire ça avec U moins K+, ou avec U sub K, peu importe, je vais faire les deux en parallèle. Moi, j'ai une petite tendance à préférer U sub K parce que c'est, je pense, plus naturel. Mais si on veut garder le point de vue entropie, U moins K+, c'est bien aussi. Hein. Donc c'est essentiellement la même chose, mais avec les conditions limites, ce n'est pas tout à fait la même chose. Formellement, alors je vais commencer avec U moins K+. Je sais que d sur dt de U moins K+, plus somme sur dxi égale 1 à k de d sur dxi. Donc le U, c'est U epsilon. Hein. Fi de U moins Fi de k, 1 de U plus grand que k. Donc ça, c'est le calcul habituel. J'ai moins epsilon laplacien U moins k+. Comme c'est une fonction convexe et que c'est un laplacien, je vais avoir inférieur ou égal.
et qu'il y a une mesure qui est concentrée sur l'ensemble où U est égal à K. Bon. Et je voudrais faire une intégration par partie de ceci, si possible en allant jusqu'au bord, parce qu'il faut bien que je traduise les conditions aux limites. Pensez que je multiplie par ici en fonction de test et qu'il y ait 1 près du bord, donc on va multiplier par 1. Si je multiplie par 1, le d sur dt, ce n'est pas un problème. Le d sur dxi, une fois que j'aurai intégré par partie, ça ne me donne rien. Mais ça me donne un flux au bord si je multiplie par 1 et que j'intègre en x. Bien, je vais avoir un f1 de 0 moins f1 de k. Pourquoi de 0? Parce que u est égal à 0 au bord. Fonction indicatrice de 0 plus petit que k. Bon. J'ai ce terme-là, qui est un terme constant au bord. Bon, peu importe. En x1 égale à 0. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai moins epsilon quand j'intègre, du sur dx1 en 0, 1 de u de 0, c'est-à-dire 0, plus grand que k. Donc je récupère ceci. Si vous vous souciez de l'intégrale en x', c'est parce que lorsque je multiplie par une fonction test, je ne peux pas prendre 1 comme fonction test. Il faudrait qu'elle soit intégrable en x'. Bon, j'oublie ça, pensée unidimensionnelle. Donc ça vaut 1 0 suivant que j'ai choisi le signe de k. Et puis, je multiplie par un truc dont j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Aucune idée. Donc j'ai 0 information, sauf si k justement a le signe qui fait que ça fait 0. Donc on voit que formellement, on va récupérer le signe habituel des inégalités d'entropie que dans un seul cas, dans le cas où k est positif ou nul. Parce que ce cas-là tue des termes pour lesquels je n'ai aucune idée. Oui, parce que qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de dire que U est une sous-solution. C'est regarder U moins K+. Je suis en train de dire que c'est une sous-solution. Sous-solution, ça veut dire que formellement, je ne sais pas si U est égal au 0 au bord, mais en tout cas, ce que je veux, c'est que U soit négatif ou nul au bord. Comme ça, dire que c'est sous-solution, s'il y a un décrochage, je veux dire que c'est plutôt vers le bas. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément le cas avec les lois de conservation, ce n'est pas une solution de viscosité. Mais on va mesurer ça parce que K, c'est toujours de comparer U à K. Pensez que les sous-solutions entropiques, c'est U sub K. Hein, on compare U à K. Dire que je ne prends que des cas positifs, c'est dire je me soucie vraiment de ce qui se passe lorsque U est plus grand que 0. Parce que là, je suis en train de louper la condition au bord qui est U négatif ou nul. Je m'attends à avoir U de 0 négatif ou nul. Si je le loupe, ça veut dire que U de 0 est strictement positif. Si U de 0 est strictement positif, peut-être que ça peut apparaître. Mais dans ce cas, ça doit apparaître dans des conditions extrêmement précises. C'est comme le décollage ici. Donc c'est là que dont je vais avoir besoin. C'est dans ce cas-là que je vais avoir besoin de conditions qui précisent ce phénomène anormal qui est en train de qui détaille la manière dont ce phénomène, a priori, que je ne voulais pas, se produit. OK ? Donc c'est très naturel de se dire que c'est pour les cas positifs que je vais écrire quelque chose qui intègre le bord. De fait, on voit qu'au niveau U epsilon, que dit-on de ceci?
on déduit qu'au niveau U epsilon, pour toutes les fonctions de test, c'est infini, à support compact dans ce domaine D. Donc D, c'est, si vous voulez, RD-, des barres à support compact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un support compact dans un fermé? Ça veut simplement dire qu'en dehors d'une demi-boule, d'une grande demi-boule, la fonction est nulle. Eh bien, pour tout cas, donc sous solution entropique dans D, pour tout cas positif ou nul, l'argument que je viens de montrer nous dit que d sur dt de l'intégrale de u moins k plus fois phi plus somme, au sens de moins, somme de i égale 1 à d de fi de u moins fi de k de u plus grand que k fois phi xi, donc j'intègre par partie, avec une fonction à support compact positive ou nulle, de façon à respecter les signes. Bien. Terme de bord, il n'y en a pas. L'inégalité liée au signe, c'est inférieur ou égal à 0. À ceci près, bien sûr, que j'ai dans le cadre de U epsilon, en plus un terme supplémentaire qui est le terme correspondant à multiplier par phi le Laplacien de U moins K+, c'est-à-dire epsilon gradient de U moins K+, gradient phi. Ou encore mieux, epsilon U moins K+. Ouais, non, ça, je ne vais pas faire ça. Bien. Donc ça, c'est pour cas positif. Je fais une dernière intégration par partie. Qu'est-ce qui se passe si je fais encore une intégration par partie? Ce qui se passe, c'est que je vais sortir U moins K+, fois au bord, fois D infi. Mais U vaut 0 et K est positif. Donc ça aussi, ça vaut 0. Je peux à nouveau faire l'intégration par partie. Hein, c'est parce que U vaut 0 au bord et que K est nul. Donc maintenant, j'ai une formulation, ou en tout cas, j'ai des bornes dans L infini. Phi est régulière. Je peux faire tendre epsilon vers 0. Effacer ce terme-là. Et récupérer une formulation valable jusqu'au bord. Hein, là, les fonctions sont C infinies jusqu'au bord, elles ne sont pas nulles au bord. Et récupérer une formulation de sous-solution entropique. À l'intérieur, j'ai toujours la même formulation. Et jusqu'au bord, je l'ai, mais pour les cas qui correspondent à des valeurs potentielles que je ne veux pas, mais qui peuvent arriver. Donc voilà la notion qui sort, en tout cas, de l'analyse. Enfin, ce n'est pas formel, c'est au niveau des epsilon laplaciens, c'est ce que je récupère. Quand je fais passer epsilon, quand je fais tendre formellement epsilon vers 0, c'est cette formulation qui apparaît. Donc c'est ça qui va être la notion. Bon, il est presque 11 heures. C'est ça qui va être la notion de sous-solution entropique pour ces problèmes avec conditions de limite de Dirichlet. Je démarrerai la semaine prochaine vendredi prochain, je démarrerai avec cette définition-là. Et puis on commencera à travailler sur l'existence, sur des estimations a priori, l'unicité, et puis on aura fini Dirichlet. Donc ça m'étonnerait que je finisse Dirichlet la semaine prochaine, donc ça sera certainement fini la semaine d'après.
Voilà, donc séminaire dans un petit moment.